Bonjour à tous et bienvenue chez vous à la matinale de Matin Bonheur, Jean du Matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro de la semaine de votre matinale survitaminée. Au sommaire, on aura plusieurs démembrements, dont en dernière partie thématique santé aujourd'hui. On parlera principalement et spécifiquement de la santé de la femme avec un gynécologue attitré, Dr Abbé Hugues. Il nous parlera de l'autonomisation de la femme et de la contraception. En tout cas, un thème qui colle avec celui de la journée internationale. Et c'est pas plus mal. Toujours accompagné de mon cher et tendre compagnon, Marco. Bonjour à vous. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour cet avant-dernier jour de la semaine concernant ce réveil matinal insufflé par RTI 1. On aura donc plusieurs contorsions de notre conducteur qui vont nous amener tour à tour dans la santé de la contraception, comme elle a dit à l'entame. Et puis également, on va parler donc avec Monsieur Bienvenu Begré Tano, qui est d'ailleurs le bienvenu sur ce plateau, qui est arrivé très tôt. On va parler donc de l'entrepreneuriat et des contraintes, c'est-à-dire les axes, le foncier, le financement, l'information, la formation, tout ce qui rythme, mesdames et messieurs, ce monde fabuleux de l'entrepreneuriat. Et puis, n'oubliez pas aussi que dans cette émission, nous aurons des principaux axes. On va parler du point route, on va aller donc du côté de la chronique développement durable. Ce sera le retour de notre Cédric Lombardo national. Exactement. Et également avec eux, on fait un chemin plaisant. C'est nos parrains de la Naged, M. Akichi Roger, directeur de la communication de la grande structure, sera avec nous pour parler du mode de gestion des ordures ménagères sur le territoire ivoirien. Avant-dernier jour de la semaine, on espère que vous êtes dans le train, mesdames et messieurs. Il faut vraiment redoubler d'efforts parce que le week-end, ça s'achève demain. Enfin, ça commence demain, pardon. Donc, c'est vendredi. Donc, il faut de quoi nous booster. On espère que vous vous réveillez très bien, tout doucement avec nous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le cahier d'appel. Sinon, c'est le 21 février. Nous fêtons Saint-Pierre Damier. Attention, la cheftaine de classe va faire l'appel. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'absent. Dina. Marie-Henriette, Pépin présent. Et Pierre Damien. Présent. Super, tout le monde est là, prof. Et voilà, il faut ajouter également les noms d'autres connotations qui ne sont pas forcément qui ne sont pas répertoriées, mais à qui nous pensons également. Notre but, ce n'est pas seulement de vous parler de tout ce qui vient d'ailleurs, mais aussi de nous. Il y a des noms aussi aujourd'hui qu'on célèbre chez les Sénoufos, chez les Baoulés, chez les Agnis, chez les Gourous. Voilà, ça aussi, c'est notre pays, c'est notre réalité. Sinon, aujourd'hui, joyeux anniversaire à des personnes, à toutes ces personnes qui sont nées un 21 février. Vous en connaissez, vous, des gens qui sont nés le 21 février? Non, en février, oui. Ma première fille est en février, mais à part ça, non. Ah oui, on l'embrasse, on lui fait un gros bisou. Coucou, je fais un gros bisou à ma belle-fille. Alors, 21 février 1972, Audrey Pulvar, vous la connaissez certainement, journaliste française et présentatrice d'émissions télé, née en 1972, un 21 février. Nous nous souhaitons un joyeux anniversaire et aussi à toutes les présentatrices ivoiriennes qui sont nées le 21 février, dont nous n'avons pas pu avoir le nom. Exactement. Alors, un autre 21 février 1958, cette fois-ci, Jack Coleman, acteur et scénariste français, nous est né. Voilà, le voilà. Peut-être qu'on le reconnaîtra certainement dans certains films. Et voilà. 21 février 1933, waouh, Nina Simone, pianiste et chanteuse américaine. 21 février 1933, oui, voilà, ça fait plaisir donc vraiment de reconnaître cette grande dame, grande dame, malheureusement quitté un 21 avril 2003. Et pour clore ce chapitre des anniversaires, on a Hubert de Givenchy, de la haute couture française. Vous l'aurez compris, la marque Givenchy. Il est né un 21 février 1927. Voilà, ce bel homme. Hubert de Givenchy. Grand homme et grande marque. La marque de Matin Bonheur à cette heure, à ce moment de la matinée, c'est bien sûr le Flash. Et le Flash, donc du lundi au jeudi, est estampillé Régis Kofi, qu'on retrouve maintenant. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire depuis hier. Alassane Ouattara était en France où il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron le 15 février dernier. Avant ce rendez-vous, le chef de l'État ivoirien était à Addis Abeba où il la prépare au sommet de l'Union africaine.
C'est parti pour la 57e campagne de commercialisation de l'anacarde. Cette année, le prix Borchamp est fixé à 375 francs CFA, le prix magasin intérieur à 400 francs CFA et le prix magasin portuaire est de 459 francs CFA. Cette campagne a pour enjeu majeur le critère qualité pour faire de ce produit ivoirien une référence sur le marché mondial. Noël Gnagno nous en parle. Productrice, producteur d'anacarde, la 5e campagne depuis la réforme de 2013 est officiellement ouverte à compter de ce mercredi 20 février. Le Conseil des ministres a indiqué les prix de la campagne 2019 comme suit. Prix plancher Borchamp, j'insiste sur le mot plancher, 375 francs. Le prix magasin intérieur, 400 francs et le prix magasin portuaire, 459 francs. Retenez que pour cette campagne, les enjeux sont de 3 ordres. Le premier enjeu, c'est de permettre aux producteurs de gagner au moins les 375 francs. Et ça, nous serons fermes là-dessus. La deuxième chose, c'est que notre production augmente d'année en année. Il faut pouvoir l'écouler entièrement, pouvoir écouler les 800 000 tonnes prévisionnelles de la campagne 2019. Et pour l'écouler, le troisième enjeu, c'est de mettre sur le marché international un produit de qualité. L'enjeu majeur reste la qualité. La référence pour la qualité, vous avez donc le taux d'humidité qui doit être compris entre 6 et 10%. Le deuxième élément de qualité, c'est le KOR, qui est donc la quantité d'amandes contenues dans les noix brutes. La qualité standard au plan international de la commercialisation des amandes est l'amande WW320 et elle est obtenue donc avec des noix de cajou de bonne qualité qui ont un KOR compris entre 47 et j'allais dire 54%. Les producteurs sont invités à faire preuve de civisme face aux tentatives de fuite des produits vers les pays voisins. Personne ne peut tout seul s'épanouir. Si vous êtes dans un village, que vous avez beaucoup d'argent et que ce village n'a pas d'eau potable et que ce village n'a pas d'électricité et que ce village n'est pas accessible par route, je pense que votre bonheur est totalement limité. Et c'est l'ensemble donc de ces éléments que nous devons intégrer dans notre comportement de tous les jours et privilégier la notion nationale, la notion collective à la notion individuelle, la notion personnelle. Le Conseil coton anacarde attend pour cette campagne une production de l'ordre de 800 000 tonnes contre 761 000 tonnes en 2018. L'édition 2019 du pèlerinage à la Mecque a été lancée hier par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj. Cette année, 9000 pèlerins musulmans ivoiriens devraient accomplir ce devoir. Connu par Gassoro. 6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hadj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 83 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hadj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hadj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps. Le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage du pèlerin pour que son pèlerinage soit bien accompli. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hadj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté
un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie Saoudite parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hajj parmi les pays africains. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. On termine en sport, athlétisme, meeting de Düsseldorf en Allemagne. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou s'est imposée hier soir sur 60 mètres en 7 minutes 02. Meilleure performance mondiale de l'hiver. La vice-championne du monde de la spécialité entre ainsi dans le top 20 de tous les temps. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30. Merci. Chapeau à Marie-Jo. À Marie-Josée très Talou. forte. Le démarrage et le... Ça s'annonçait bien déjà. Ouais. Elle a corrigé l'arrivée. Elle a corrigé l'arrivée. Elle a obtenu en même temps. Mal démarré. Elle a bien terminé. Justement. Et puis elle a obtenu un record. Voilà, au départ, c'était sa meilleure performance mondiale de l'année. Meilleure Elle avait dit à son coach lui avait fixé pour limite, pour objectif 7-10. Elle a fait moins que 7-10. C'est ça une championne. Ben ouais. Et je suis super fan de Marie-Josée Talou sur son compte Facebook. Nous aussi. Ah, super. Aussi. Mais Alix aussi, en course, surtout quand il y a un danger, c'est la meilleure. Nonobstant elle fait l'asthme. 5 secondes. 5 secondes. Mais justement, pour parler de sport, il faut avoir aussi son cœur bien en place et en bonne santé. Le souffle. Le souffle également. Et puis tous ces organes aussi, hein, tous les organes vitaux sont sollicités pour avoir de belles performances. Mais le coach Cyril Yamke nous incite déjà avec ses exercices cardio. C'est quoi, circuit au poids du corps? Non, c'est pas circuit au poids du corps. Aujourd'hui, c'est un circuit pour l'exercice cardio. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cyril Yamke pour vous servir encore une fois. Alors aujourd'hui, on aura une session cardio pour vous bousculer un peu, pour stresser un peu vos muscles et votre système cardiovasculaire pour bien commencer la journée. On aura 3 exercices. Alors, un exercice pour une répétition, deuxième exercice, une répétition. Le troisième, ça sera 10 répétitions. On va faire ça 6 fois. D'accord? On va ensemble, je vous montre très rapidement. Premier exercice, on pose les mains au sol, une jambe derrière, la deuxième suit, les deux reviennent, on se redresse, on marche avec les mains, on revient et on fait 10 jumping jacks. Simple. D'accord? Allez, on va ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. On va poser les mains au sol, une jambe en arrière, la deuxième suit, on ramène, on se redresse, on avance avec les mains, on revient et 10 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on reprend. Allez, une main. On avance avec les mains, est en position de pompe, on remonte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 4 fois. Allez, les mains au sol. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 3 fois. On pose les mains au sol, les deux jambes en arrière. On revient. On avance avec les mains. On remonte. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2 fois. Allez, courage. Maintenant, on va faire un petit saut. Les deux jambes en arrière. On saute pour remonter. On se redresse. On avance. On revient. Jumping jacks. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. La dernière. Deux jambes en arrière. On saute. On se redresse. On tend les bras. On redescend. Position de pompe. On revient. Jumping jack une dernière fois. 1, 2, on va à 20. 3, 4, allez, courage. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 et 20, parfait. Peut-être petite séance pour se bouger un peu ce matin, parce qu'il faut ça souvent. Il faut réveiller un peu tout le système pour bien commencer la journée. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer. On a fait 6 séries. Vous pouvez aller jusqu'à 10, 15 séries. C'est un petit circuit que vous pouvez faire. Donc, n'hésitez pas à continuer tant que vous avez la capacité et que vous avez le temps. Prenez soin de vous. La journée ne fait que commencer. Vaquez à vos occupations. Soyez à 100% dans tout ce que vous faites et que Dieu vous garde. Au revoir. 6h11, mesdames et messieurs, à Rubino. Donc, on est très bien reçus là-bas. On espère que vous nous regardez, très chers parents, de ce côté-ci de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, on salue aussi ceux qui nous regardent de Cocody. Mais Cocody, à plus de 600 km, c'est à Korogo. C'est un quartier de Korogo. On salue tous ceux qui sont là-bas également, le quartier 14, le quartier Sinistré, Kananvoro, tout, on vous salue. La RTI également pense à vous et sait que vous faites partie de la grande famille. Et puis, la route, ça vous dit quelque chose? Bientôt, on aura des caméras dans toutes les grandes villes pour avoir le point route partout dans notre beau pays, parce que Korogo, avec ses très belles voies, mérite des caméras quand même pour donner le trafic en temps réel. Allez, point route, c'est parti, on y va. Eh oui, la route procède le développement et la route aussi va vous précéder maintenant avec ce petit décryptage. On part pour la première. C'est Cocody qui nous maintient. Latry. Et ouais, le boulevard Latry, près d'un célèbre hypermarché qu'on connaît tous ici et avec une circulation plutôt modérée. Ça va, ça se passe bien. Encore jeune. Voilà. La voie appartient aux lève-tôt. Aux pique-niqueurs. Voilà, on peut faire un pique-nique, mais c'est interdit. Ça se passe bien en tout cas, c'est super. Deuxième tronçon, mesdames et messieurs, nous allons du côté de l'échangeur de Marcos pour les Abidjanais, Marcori pour tout le monde. On voit maintenant ce que ça donne. Voilà, le temps est en train de se lever tout doucement. Un peu de brume humide, de suspension dans l'atmosphère de particules. Voilà, on espère que ça va s'estomper, ça va permettre aux automobilistes de bien circuler. Sinon, on a une vue sur la place Henriette Conan-Bédier. Juste en bas, oui. Juste en bas. Une place très névralgique de tout Abidjan. Ouais, la circulation. Cet espace plaisant. Alors, ma très chère Alix, il est 6h et passé de 12 minutes. Nous allons recevoir notre premier invité à Matin Bonheur. Et les jeudis, comme ça, on parle d'entrepreneuriat. On va parler de quoi concrètement dans le volet entrepreneurial aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'agira toujours de l'agriculture avec ce même invité qui n'est plus à présenter, mais on le dit quand même. Monsieur Bienvenu Begré-Tano, le thème entrepreneuriat et ses contraintes. On va s'acancer en différents axes. Mais avant, un jingle sur là. Entreprendre, mesdames et messieurs, n'est pas de tout repos. Tout ce qui fait partie donc de la composition, de la stratification, de la nomenclature, la préparation de l'entrepreneuriat doit se faire avec beaucoup de minutie. C'est la raison pour laquelle nous avons un expert sur ce plateau qui va nous expliquer un peu quelles sont les contraintes qui sont inhérentes à tout esprit entrepreneurial, à tout projet. Du coup, bonjour monsieur, bienvenue à vous monsieur, bienvenue. Oui. Bonjour Ako, bonjour Alice. Comment ça va? Ouais, ça va. Alors, entreprendre, c'est difficile, hein? C'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est difficile. C'est difficile, mais il y a quand même des contraintes. Oui, effectivement. Au niveau des contraintes, comme nous l'avons dit, la première contrainte qui se pose au niveau du secteur agricole, c'est la terre, le foncier. C'est le substrat sur lequel toute activité agricole est menée. Donc, le foncier est la première contrainte en termes d'entreprendre dans le secteur agricole. Et quels sont les problèmes liés à ce foncier-là, généralement, pour les personnes qui entreprennent dans le domaine agricole? La loi foncière elle-même pose problème dans la mesure où, lorsque nous regardons l'approche pour être héritier d'une terre dans nos pays africains, pose problème. Très souvent, le jeune n'a pas droit à la terre. C'est lorsque le père décède que la terre lui revient. Or, le jeune qui veut entreprendre, n'étant pas propriétaire de la terre, ça constitue une contrainte. Ce qui veut faire comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir réussir à entreprendre au niveau du secteur agricole, il est quand même important de pouvoir avoir une terre avec les papiers y afférents. Cela vous garantit l'accompagnement bancaire. Mais la problématique qui se pose, il est difficile pour une jeune femme d'entreprendre dans le secteur. Pourquoi? Parce que dans nos lois, dans nos coutumes, la femme n'a pas héritière. Ça, c'est un problème. Donc, une jeune dame qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, comment elle s'y prend?
nous proposons souvent la location, mais dans les démarches locatives, il y a aussi des contraintes. Parce que les intermédiaires ne facilitent pas souvent le rapport pour les achats. Oui, c'était la facilitation seulement, mais seulement parfois les intermédiaires sont multiples, multiformes. Multiformes, voilà. Et les clauses changent au gré des humeurs. Au gré des humeurs. Chaque jour, il y a une nouvelle personne, une nouvelle tête que vous voyez, ou bien un nouveau groupe de personnes. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, le foncier est un problème capital. Nos pays connaîtront des difficultés dans ce sens, parce que l'évolution, l'urbanisation aussi constitue une contrainte dans la mesure où elle commence à détruire, diminuer les terres cultivables pour bâtir des habitations. Lorsque vous regardez, toutes les villes périphériques d'Abidjan sont victimes de l'urbanisation. Qu'est-ce que vous proposez alors, concrètement? À ce niveau, il faudrait que la loi foncière soit plus regardante et accessible. C'est-à-dire? Permettre aux femmes dans nos familles de pouvoir avoir accès à la terre, comme l'homme dans les familles. Le fait que, sans le décès du père ou bien de l'héritier, les descendants n'ont pas accès à la terre, c'est quelque chose que nous pouvons quand même trouver un moyen de pouvoir corriger. C'est délicat. Parce que si le père doit vivre 100 ans avant de mourir, que vous devez attendre sa mort avant d'avoir accès à la terre pour entreprendre, vous voyez que ça devient difficile. Ça, on a fini avec l'axe foncier. Vous voulez ajouter dessus? Ce que je veux ajouter, c'est l'urbanisation sauvage. Aujourd'hui, lorsque nous prenons les villes périphériques d'Abidjan, n'importe qui fait le lotissement, on ne tient pas compte des terres cultivables que nous détruisons, qui en réalité nous permettra dans l'avenir de maintenir un niveau de production agricole assez intéressant. Mais cette urbanisation doit être encadrée de telle sorte que les terres cultivables soient préservées. Vous pensez que l'urbanisation n'est pas encadrée dans notre pays? Nous ne pensons pas. C'est un peu une accusation grave? Non, non, non. Je le dis parce que je suis dans le milieu rural. Lorsque des villes qui, à 20 km, à 30 km, ont déjà bénéficié d'un lotissement, qui en réalité, c'est dans 30 ans, 20 ans que ces villes peuvent s'étendre, nous disons que là, il y a un problème. C'est pas faux. En dehors de cet aspect des choses, il faut mieux analyser. Lorsque vous prenez par exemple les villes qui bénéficient des forêts dites classées, il y a de gros problèmes qui se posent dans le déclassement de ces forêts. Très souvent, ce n'est pas les populations riveraines qui bénéficient de ces déclassements. Ça, c'est un problème qui va se venir après dans la pratique agricole. Wow. Vraiment. Ça craint. Assez de problèmes à résoudre. Oui. Si on y prend garde, ça craint. Il faut que les pouvoirs publics, ceux qui nous regardent, et je sais qu'on nous regarde le matin dans cette émission, puissent vraiment attirer, prendre toutes les dispositions, parce que c'est vrai ce qu'il dit, mais il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent entrer en ligne de compte du côté où on se place. Financement maintenant, Alix? Bien sûr, financement, on va dire, donnée importante pour pouvoir se lancer. Se lancer? À quel niveau les contraintes se situent? La première contrainte, c'est la politique financière de nos États en Afrique. L'entrepreneuriat agricole est un secteur qui compte sur, entre griffes, la générosité de Dieu. Je m'explique. Okay. Vous mettez en place une ferme de 20 000 pondeuses, les oiseaux migrateurs dans les mouvements transportent des pathologies. On vous fait savoir qu'il y a la grippe aviaire qui intervient dans le pays. Il faut dissimuler tout le cheptel que vous disposez. Ce sont des risques que le financier ne peut pas prévoir. Ces risques-là font que nos systèmes financiers n'accompagnent pas réellement ceux qui interviennent dans le secteur agricole. Parce qu'ils ne sont pas des risques maîtrisables. Ça, c'est une première contrainte au niveau du financement. Monsieur, bienvenue. Vous qui êtes avec les gens du rural, parfois aussi c'est leur faute. Parce que quand il y a des élections, quand il y a les campagnes, vous acceptez les t-shirts et puis les billets de 1000 francs. Pourquoi vous ne déléguez pas quelqu'un pour poser de vraies questions aux gens pour les campagnes? Non. Je n'ai pas fini. C'est normal que demain, vous soyez lésés. Puisqu'on achète vos voix avec des t-shirts, avec du riz, je ne sais pas de quoi d'autre. Non. Il faut voir, de la même manière que nos planteurs sont organisés en coopérative, il faut déléguer des gens, quand ils viennent dans les villages, pour poser des vraies questions. Les gens viennent, ils traversent le village avec un tintamarre de musique et autres, on jette les t-shirts, on jette de l'argent, on ne parle pas de projet de société. Ce n'est pas seulement le milieu rural.
Non, là, on parle du milieu rural. Ça, c'est de votre milieu. Et c'est là-bas que c'est plus. Parce que la manière dont la campagne se fait à Cocody, c'est pas la même manière que ça se fait au village. Donc ça, c'est vous, c'est votre responsabilité. C'est dû au niveau de pauvreté de nos populations. Monsieur Marco Marcelin. Monsieur Marco, lorsque je fais, par exemple, une journée, il m'est difficile d'avoir droit à un repas qui va me coûter 200, 300. Que les politiques le savent. Je préfère donner ma voix en me disant que c'est la période à l'instant T où je peux avoir quelque chose. C'est la pauvreté et le problème d'éducation qui font que le milieu rural est assez accessible, ou je peux dire influençable. Monsieur Marco, vous ne pouvez pas vous permettre de suivre un leader politique pour le suivre, parce que vous arrivez à garantir le minimum de votre existence quotidienne. Mais dans le milieu là, ce n'est pas le cas. Taux d'analphabète élevé, des gens qui ne prennent pas le temps de faire des analyses cohérentes. Donc, ils sont vraiment... Mais ils arrivent à s'organiser pour le financement, monsieur Bienvenu. Les coopératives dans nos villages, par exemple, sont très, très bien organisées. Bien structurées, il y a des coopératives en Côte d'Ivoire ici qui ont un parc immobilier à faire parler d'envie toute entreprise. Hein. Et qui réussissent même à construire des villes entières sans compter sur le politique. Puisque nous sommes dans le financement, si au village, on peut s'organiser quand il s'agit d'argent, pourquoi on ne peut pas faire ça ailleurs aussi, dans d'autres? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je suis d'accord avec vous. Mais tout part de la culture. Tout est d'abord culture. Vous prenez dans les villages, on peut avoir un malade dans une famille, mais on n'est pas prêt à le soigner. Mais après son décès, on peut se permettre de garder le corps pendant 3-4 mois à la morgue, faire des cotisations, faire des funérailles pompants. Mais en réalité, c'est ça la notion de culture. Mais lorsque nous parlons de financement, où nous voulons en venir? Nous disons, pour pouvoir encadrer toutes ces différentes difficultés que nous rencontrons, c'est l'État. L'État est le garant d'une société, est le garant de nos populations. Mais quand l'État passe vous voir aussi, vous vous comportez en gagne petit. C'est ça qui fait que demain, quand ils reviennent, ils viennent avec, enfin, les gens viennent avec... Mais lorsque nous parlons de politique, nous parlons des élections politiques, moi, les élections ne sont pas liées à l'État. L'État organise dans la structure des organisations. Mais où nous parlons de l'État, nous ne parlons pas d'individus qui vont être maire, député. Nous parlons d'État en termes de la gouvernance, de l'orientation. Il y a des pays où l'État encourage les banques à accompagner les agriculteurs en mettant en place des mécanismes cohérents et des fonds qui soutiennent cela. Ce qui fait que le banquier se sent rassuré, ou le garant, l'aval et l'État, il se dit lorsqu'il y a des contraintes, les subventions, lui, il sait comment entrer. Effectivement. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons de financement. Mais un responsable politique avec qui je discute dit aussi qu'il y a beaucoup de prêts qui sont restés sans suite. Tellement d'informations. Il y a beaucoup de prêts où il n'y a pas eu de remboursement. Mais donc ça décourage. L'État peut bien faire. L'État peut envoyer des bailleurs de fonds. Mais si vous-même, au niveau remboursement, vous vous dites, bon, ce qui est su, c'est l'agent, je ne sais pas, c'est l'État. C'est pour tout le monde. Monsieur Marcelin, moi, je continue d'accuser l'État dans la mesure où, pour octroyer un prêt à quelqu'un, il y a un mécanisme. Toutes les garanties. Voilà. Si moi, je suis le responsable du crédit, que j'octroie un crédit à un ami, à un frère, qui en réalité n'a pas les capacités de remboursement, il va se rendre qu'à un moment donné, je ne peux pas me permettre de faire la pression pour le remboursement. Sinon, effectivement, ce que vous dites, c'est une réalité, mais c'est dans la procédure, c'est dans le choix des bénéficiaires qui pose problème. Nous avons assisté à des moments où des financements ont été apportés à des personnes qui, en réalité, même le financement, ce n'est pas forcément l'argent liquide. Il peut y avoir du matériel qui a été octroyé 2 jours, 3 jours après, ce matériel a été revendu. Donc, c'est dans le mécanisme du choix des bénéficiaires souvent qui pose problème. Il y a à faire, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Nos États ne sont pas encore construits. Il y a du boulot. Nos mentalités aussi ne sont pas encore construites, notamment. Effectivement, c'est la mentalité qui permet de garantir beaucoup de choses. Cela nous emmène à l'information et à la formation pour terminer. Parce que ces deux aspects-là aussi vont nous permettre de mieux nous organiser. Lorsque nous parlons par exemple de la formation, aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire qu'il est chirurgien s'il n'est pas allé à l'école. Mais dans le secteur agricole, vous voyez un médecin, vous voyez un militaire qui se lève un matin et dit « j'ai fait champ ». La formation est importante pour comprendre les réalités. Oui. Donc il faut que nous nous formons. Ne prenons pas le métier de la terre comme un métier qui est réservé à ceux qui n'ont rien à faire ou bien qui n'ont pas réussi à l'école. Professionnalisons-le. Professionnalisons-le. Si vous avez les moyens que vous voulez investir, faites-vous former lorsque vous n'êtes pas du domaine. De telle sorte que les contraintes, vous les comprenez, vous les appréhendez avant de vous lancer. Mais lorsque nous entendons les gens dire « l'élevage, il n'y a pas d'argent », non, non. Mais quelles sont les informations que vous avez eues? Cherchez à avoir les vraies informations auprès des spécialistes afin que vous compreniez les risques qui sont
liés au métier dans lequel vous voulez engager. Mais il ne sert à rien, par exemple, de vous lancer dans la production et à la fin, vous n'arrivez pas à vendre. Vous dites non, il n'y a pas de non. Cherchez à avoir l'information. Cherchez à vous former. De la même manière qu'un médecin va à l'école pour être médecin, il est important que nous voulons entreprendre même simplement la culture de la tomate, que nous cherchons à nous former, à comprendre comment on fait le choix du site, comment nous préparons la pépinière, comment nous mettons les semis et comment même la politique des ventes. Il faut que nous nous formons. Et puis, il faut que, Alix, les coopératives aient de l'ambition. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait, j'ai eu un message. Par exemple, il y a un pays là, qui nous talonne en matière de café cacao. C'est Ghana? Non, dans... je sais pas, Éthiopie? Non. Cameroun? Asiatique, un pays asiatique qui nous talonne. Malaisie, je sais pas. La Malaisie, par exemple, il y a des coopératives qui détiennent des hélicoptères. C'est-à-dire les cotisations permettent d'acheter des hélicoptères qui donnent mais des dans ces pays, même au niveau du cacao, ils font aujourd'hui l'irrigation. Il faut donner de l'ambition à nos structures coopératives. Ça, c'est très important également. Pour que demain, l'État puisse savoir qu'en face, on a des gens conséquents avec qui parler. C'est cela aussi. Il faut voir grand. Merci beaucoup à vous, M. Begré-Tano. Merci, c'est un plaisir Alice, et merci, de discuter avec vous. On vous aura donc plusieurs fois comme ça pour évoquer des informations très importantes. Alix, il est 6h26. Ça vous dit de faire un tour à la météo? Bien sûr. Allez, on y va. Prévision météorologique. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du sud de la Côte d'Ivoire seront dominées par un ciel généralement nuageux avec des pluies par endroits en début de période. Par la suite, on y observera des intrusions du soleil. Partout ailleurs, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Le mercure affichera au cours de cette matinée 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 degrés dans les villes de Bondoukou et de Boaké, 24 degrés à Daloa et Dimbokro. Gagnon affichera 25 degrés, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Man et Odéné. Une série de 24 degrés est attendue dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 23 degrés dans le district de Yamoussoukro. En milieu ou en fin d'après-midi, on observera des nuages denses pouvant occasionner des averses de pluie et des orages isolés au nord-est et à l'est du pays. Dans les régions de l'ouest et du sud forestier, également du littoral, on observera des bourgeonnements nuageux accompagnés d'averses de pluie localisées et parfois mêlés d'orages isolés. Ailleurs, le temps pourrait être généralement nuageux. Côté température, au cours de cet après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 37 à Bondoukou, Boaké affichera 32 degrés ainsi que la ville de Daloa, à Dimokro on notera 33 degrés, 35 degrés dans les villes de Gagnoa et de Korogo, la région du Tongpri affichera 33 degrés également à Odéné, San Pedro affichera 32 degrés, Sassandra 32 degrés, 31 degrés à Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir été des nôtres, très bonne suite de programme. L'actualité africaine, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Les présidents burundais et somaliens ont demandé mardi de toute urgence un sommet des chefs d'État des pays contributeurs de troupes de la force africaine en Somalie. Ce sommet devra réexaminer la question du retrait annoncé de 1000 soldats du contingent burundais de Somalie d'ici au 28 février. Le gouvernement burundais continue de contester cette option réclamée par l'Union africaine. Au Sénégal, les 5 candidats pour la présidentielle du 24 février prochain sont présents sur le terrain et aussi sur les réseaux sociaux pour gagner le cœur des électeurs. Regardez. Les candidats entament la dernière ligne droite de la campagne électorale. Ils mettent toutes leurs forces dans cette conquête de l'électorat qui doit décider de leur sort. Je suis prêt à donner tous les sacrifices nécessaires pour que ce pays tourne la page de Macky Sall.
offre ce lendemain meilleur par un nouveau contrat social auquel je vous demande d'adhérer. Le contrat de la dignité, le contrat de l'équité, le contrat du travail. Le candidat de l'APR, Alliance pour la République, était lui à Rufisque, dans une banlieue de Dakar. Mes chers compatriotes, je veux aussi vous inviter ensemble à tourner le regard vers notre avenir commun, le Sénégal de nos rêves. Ce Sénégal de demain, nul ne l'incarne mieux que vous, jeunes du Sénégal. Parce que c'est vous qui portez nos espoirs d'un futur meilleur par l'éducation, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat. De son côté, Ousmane Sonko a tenu un meeting ce mercredi. À 45 ans, le plus jeune des 5 candidats en lice pense avoir des arguments solides pour convaincre. Si vous nous faites confiance, si vous nous confiez le pays, Nénalen, tous les contrats miniers, pétroliers, gaziers, tous les contrats sur les accords de pêche seront renégociés dans l'intérêt exclusif des fils du pays. Pour les derniers jours de la campagne présidentielle, nous vous tiendrons informés dans nos différentes éditions au fur et à mesure du temps jusqu'au 24 février prochain. Voilà, Sidonie Davila, notre envoyé spécial au Sénégal. On reste dans ce pays. Croissance soutenue, infrastructures poussant comme des champignons, rente pétrolière attendue à partir de 2021. Le Sénégal est engagé sur la voie de l'émergence, assure le président Macky Sall. Mais ses adversaires politiques dénoncent un endettement croissant. Reportage. C'était il y a tout juste un mois, l'inauguration symbolique de l'un des chantiers phares de la présidence de Macky Sall. La ligne de train express régionale est censée relier Dakar à sa proche banlieue, ainsi qu'à la ville nouvelle de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de là, et au nouvel aéroport international inauguré en 2017. Ces chantiers font partie du plan Sénégal émergent, ou PSE, lancé il y a 5 ans par Macky Sall. Objectif, booster l'économie et propulser le Sénégal dans le club des pays émergents d'ici à 2035. Une gageure pour ce pays qui figure parmi les 25 plus pauvres de la planète. Depuis que le PSE a été mis en œuvre, nous avons vu que le Sénégal a eu, durant les 4 années quasiment du PSE, donc 2015 à quasiment 2019, nous avons eu un taux de moyen de croissance sur les 4 années de 6,5%. Mais les opposants dénoncent des investissements coûteux qui endettent le pays et sont parfois déconnectés des besoins immédiats de la population. Nous sommes un pays sous-développé. Il y a des préoccupations de base. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'éducation, c'est la santé. L'éducation, justement, fait partie, selon le gouvernement, de la deuxième phase de ce plan de développement que des bailleurs se sont récemment engagés à financer à hauteur de 14 milliards de dollars. Pour soulager son endettement, l'État sénégalais espère tirer d'importants revenus de la future exploitation des gisements de pétrole et de gaz qui pourraient officiellement rapporter 30 milliards de dollars sur 30 ans et 5 points de croissance. Mais les économistes appellent à la prudence et pointent la volatilité du prix du brut. Ce qui est important, c'est de démarrer la croissance, c'est ça qui a été réussi. Maintenant, il faut maintenir ce rythme et l'augmenter parce qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Le Sénégal atteindra la vitesse de croisière quand on fera des taux de 10%. Les autorités sénégalaises veulent également encourager les investissements privés pour pérenniser la croissance. Au Niger, les enseignants-chercheurs suspendent les cours dans les universités publiques. Le mot d'ordre est bien respecté. Les enseignants exigent toujours de meilleures conditions de vie, le règlement de leur arriéré de primes et surtout le respect du protocole signé il y a quelques mois avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur la poursuite des élections des différents recteurs des autres universités du pays. C'est la nouvelle vedette du basketball américain, Hamidou Diallo, new-yorkais, né de parents guinéens, a remporté le concours de dunk du All-Star Game 2019 samedi à Charlotte, en Caroline du Nord. Le joueur de 20 ans a smatché la balle en passant au-dessus de la tête de Shaquille O'Neal, 2,16 m lors du All-Star Game 2019, je le disais. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve à 7h pour l'actualité
hors du continent. En plus, vous nous faites l'anguille comme ça, il n'y a même pas d'image même du dunk. Qu'est-ce qui prouve qu'on a eu le dunk? Ah, M. Kofi Régis. Vous n'aimez pas le basket, vous? On a une image du dunk. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il y a une raison, parce que c'est la tenue de dunk est publicitaire. Ah oui, Voilà. d'accord. Voilà. Sinon, on peut retrouver ces images-là sur le net. Sur le net, et surtout sur C'est RTI. 2,16 m. Oui. C'est On visualise. 2,16 m. Il faut vraiment le voir. Dunké au-dessus de la tête de Shaquille O'Neal, qui est une icône de la NBA. Waouh. Waouh. Merci beaucoup. Merci. On va Merci. dunker avec vous également? Non, on a fini avec vous. À la fin de la saison. À la fin de la saison, on va dunker. À la fin de la saison, on va dunker. Il y aura beaucoup de choses sur ce plateau à la fin de la saison. À la fin de la saison. Vous avez un défi ensemble. C'était quoi? C'était oui. Non, c'était à l'haltère. la natation. C'était à la Il y a natation. la natation, il y a les haltères, puisqu'il vous a défié. Il y a le dunk. Ben oui, je note. Je note bien. Alors, on va lui donner un seul défi. C'est lequel? Mystère et boule de gomme. Allez, 6h37, mesdames et messieurs, c'est Matin Bonheur, c'est ça l'esprit de la RTI, la bonne humeur sur le plateau et en dehors, afin de vous permettre de bien vous lever. Et puis quand vous vous levez bien, il faut que l'environnement soit clean, propre. C'est là où interviennent nos experts de l'ANAGED. Bien teasé? Eh oui, très bien teasé. Je suis sûre qu'il va valider. Et puis nous aussi, on valide sa présence toujours de qualité avec nous. Bonjour, monsieur Akichi. Bonjour Alix, bonjour Bienvenue. Marco. Bienvenue, vous venez toujours vraiment avec beaucoup de bonne Merci beaucoup. Plaisir. Alors, monsieur le directeur, à quoi répond? On a remarqué qu'il y avait des rencontres que vous initiez avec les responsables des communes. Quels sont les objectifs et puis quelles sont les personnes que vous rencontrez précisément dans ces différentes communes d'Abidjan? Merci, c'est une belle question. Vous savez que l'objectif, c'est 2020, Abidjan ville propre. Ah, voilà. 2020, c'est zéro déchet dans les rues. 2020, c'est zéro déchet dans les canaux d'évacuation d'eau. Wow. Et donc, un défi, hein? C'est un grand défi qui n'est pas impossible. Nous avons décidé de rencontrer les leaders d'opinion au niveau des communes. Zéro odeur aussi à la corniche? À la corniche, zéro odeur. La corniche fait partie des zones à traitement vraiment sur lequel nous mettons beaucoup l'accent. Et donc, au niveau des communes, les rencontres se font avec les leaders d'opinion qui sont nos relais au niveau des populations. Maintenant, vous savez que Madame le ministre a commencé des tournées avec les élus qui viennent d'arriver. Nous étions hier du côté de Cocody, aujourd'hui à Koumansi et à Bobo pour rencontrer les premiers responsables des communes pour leur porter la bonne nouvelle. Il y a le maire de Koumansi aussi qui fait qui initie des déguerpissements. Oui, ce sont des actions. Il y a des actions concrètes sur des actions de salubrité, parce que souvent, nous avons nos commerçants qui sont sur les canaux d'évacuation et qui empêchent vraiment l'eau de circuler normalement. Il faut être courageux, il faut saluer le courage de certains maires. Une très bonne chose. Aujourd'hui, Madame le ministre ira vers ce maire-là pour le saluer, pour lui porter l'information de la nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire, avec en ligne de mire la culture de la propriété au niveau des Ivoiriens. Et c'est ce que nous faisons au niveau de toutes les communes d'Abidjan pour expliquer cette nouvelle politique de gestion des déchets. En tout cas, ça, ce sont des actions salutaires. Les populations devraient voir ça d'un bon oeil. Sanitaire et salutaire. Exactement. Cela profite aussi à tous. Alors, quelles sont les actions aussi de proximité concrètes qui sont prévues par l'ANAGED pour le changement durable des comportements? À cela, il faut ajouter surtout le porte-à-porte que nous allons faire bientôt avec nos opérateurs. C'est bon ça? Oui. Des actions de porte-à-porte avec l'appui des ONG. Donc, nous allons passer un répertoire vraiment vivant, vraiment effectif des ONG qui sont en charge de la salubrité. Et donc, à l'aide de ces ONG-là, nous allons leur donner les éléments de langage, la formation qu'il faut, afin que les associations de jeunes, l'association des femmes, les responsables des quartiers, les syndics, les CDQ, comme on les appelle, vont s'y mettre eux-mêmes pour porter ce message de la propriété que l'État de Côte d'Ivoire voudrait bien que chaque Ivoirien puisse épouser pour son cadre de vie. Une belle démarche en tout cas. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous affirmer aujourd'hui, parce que vraiment ça c'est un débat qu'on fait souvent, Alix et moi, et dans les quartiers aussi, est-ce qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui la précollecte est gratuite? Parce qu'on rencontre des précollecteurs dans certaines zones qui continuent de faire la loi. Si vous avez bien constaté, ils sont de moins en moins, ils sont en train de disparaître d'eux-mêmes.
Ils sont en train de disparaître de demain. Ça fait 2 mois et demi que nous sommes dans cette nouvelle politique. C'est en 2020, c'est pas loin. Voilà, 2020, oui, bien sûr. Mois. Bien sûr, je crois qu'on les voit de moins en moins quand même. Il faut le dire, on le voit de moins en moins. C'est le lieu de rappeler aussi qu'il y a certains ménages qui préfèrent donner leurs ordures aux précollecteurs. Oh là là. Pour éviter de faire un petit peu de sport pour déposer les ordures aux surtout endroits. Pour éviter de sortir, marcher 50 mètres pour les mettre dans les bacs. Et aussi, ils pensent que en faisant sortir les précollecteurs, on leur arrache du travail. Alors que c'est faux. Ils sont intégrés. Voilà, ils sont intégrés au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus question de payer doublement pour l'enlèvement des ordures. Nous avons communiqué là-dessus la suppression du double paiement. La double peine. Le double paiement, donc les ménages n'ont plus à payer pour le ramassage des ordures. Effectivement, pour le service qui est mené par nos opérateurs. Il faut bien le répéter. Donc c'est le lieu, c'est pourquoi chaque fois on laisse des contacts pour demander aux populations de nous appeler pour dire dans telle zone, on n'a pas encore les nouveaux opérateurs qui y arrivent. Et donc l'ANAGED est là pour superviser tout le travail qui est fait par les opérateurs. C'est le lieu de rappeler chaque fois que nous avons une page Facebook. Voilà, sur cette page, il peut poster des images, poster des réclames que nous allons prendre en compte. Puis il y a des numéros également plutôt que Marco va se faire le plaisir de donner avec sa version du zéro. Avec sa version du zéro. On veut entendre nos zaro. Non. Votre version du zéro. J'ai même appelé hier ma mère, c'est Klala qu'on appelle chez nous. Alors, on prend les numéros. Le zéro. À la façon Alix, hein, les numéros. Mesdames et messieurs, 47 14 00 00. 01 20 00 00 56 50 00 00. Vous êtes sérieux là? La page Facebook. Cette parodie, elle est piètre. C'est une piètre parodie, monsieur. Merci, mesdames et messieurs. 00. L'essentiel, le numéro est donné et la nagette est heureuse. Voilà, c'est bien, c'est bien. Merci, Marco. Merci beaucoup, monsieur Akichi. Belle journée à vous. Merci. Pas de zéro pour vous, en tout cas. Pardon, vous avez entendu? Zéro déchet dans les rues. Ben voilà, zéro déchet dans les rues. Zéro déchet dans les rues. C'est la boum en régie. Je vous aurai, ne vous inquiétez pas. Alors, merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Et après, monsieur Akichi? Ah, monsieur, on me dit en régie, je vous dis de répéter le numéro parce que c'est important. Les gens, donc vous allez répéter le numéro. Allez-y. Seront félicités, je vous aurai tous, ne vous inquiétez pas. 47 14 0000. Pardon, 01 20 00 00 56 50 0000. Et l'arrêt de Chef Simeo également. Allez, c'est ça la bonne humeur de Matin Bonheur. On espère qu'elle vous contamine, hein, que vous vous réveillez bien. C'est le jeudi, hein, tranquillement, en douceur. Dans un instant, on va parler développement durable, mais avant, on va passer par un carrefour de cette émission. La glace et neige à la surface du globe terrestre disparaît peu à peu. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste de la planète et la calotte glaciaire du Groenland recule particulièrement. Ce processus s'accélère par lui-même. La disparition plus rapide de la neige laisse place à la glace qui absorbe plus de rayonnement solaire et par conséquent augmente encore la fonte. À l'opposé du globe, 90% des glaciers de la péninsule antarctique ont aussi commencé à se liquéfier. La fonte des glaces atteint également la haute montagne, l'Himalaya, le Kilimandjaro, dans les Alpes, les Pyrénées comme dans les Andes. Partout les glaciers sont en recul, voire en train de disparaître. En conséquence, le niveau des océans augmente, causé à la fois par l'écoulement de la glace fondue et l'expansion thermique des mers, car l'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide. À l'échelle du globe, sur la période 2081-2100, selon les scénarios envisagés, l'élévation se situera entre 26 cm à près de 1 mètre. Les États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront engloutis. Des régions côtières très densément peuplées, Bangladesh, Vietnam, Pays-Bas et de nombreuses mégalopoles sont menacées, comme sur la côte est des États-Unis. Désolé, voilà, ça fait partie du direct. Du direct. Tout est naturel ici. Tout ça pour vous faire plaisir. Cédric Lombardo est avec nous, Alix. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de... Wow. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet toujours afférent à l'environnement, la transition énergétique et écologique en Afrique. Bienvenue.
Ça s'est bien passé? Vous nous avez manqué, hein? Je vous remercie, oui, ça s'est bien passé. J'étais parti au Cameroun. Ah, d'accord. Et ça fait du bien de voir des forêts. On a de belles forêts en Côte d'Ivoire, elles sont de moins en moins nombreuses. Et puis c'est bien de partir un peu là-bas, voir comment ils s'occupent de leurs forêts. Et ils le font bien. Et voilà, on reste donc sur le continent. Donc, l'Afrique a besoin de ressources pour faire face aux défis du développement durable. Cet enjeu est d'autant plus important du fait de leur vulnérabilité au changement climatique. Tout le mois de janvier, donc, nous avons parlé d'innovation et pour un développement durable, n'est-ce pas? Absolument. Et puis surtout, mesdames et messieurs, s'engager dans ces innovations, c'est s'engager dans une transition écologique. On le dit toujours sur ce plateau, la Côte d'Ivoire va accueillir des journées dédiées à ce sujet. Vous le savez, des acteurs de développement vont réfléchir à des modèles innovants pour construire une Afrique plus durable avec un D majuscule. Alors nous avons voulu en savoir plus sur cette initiative pour une transition énergétique et écologique en Afrique. On veut savoir si c'est une vue de l'esprit, si c'est la réalité, comment ça va se décliner sur le terrain. Allez. Et voilà, le nouveau mot est donc lâché, transition énergétique et écologique. Mais de quoi parle-t-on exactement? C'est vrai qu'on on fait du gros français dans le développement durable. Oui. La transition, ça veut dire qu'il faut passer d'un état à un autre état. Et donc si on est dans une situation qu'on veut en changer, c'est pour ça qu'il faut innover. Donc c'est en innovant qu'on va faire la transition. Et dans quelle direction devons-nous partir? Dans une direction avec un meilleur modèle énergétique. Vous savez que c'est l'énergie qui est le principal moteur du changement climatique, de la pollution, quand on voit les voitures, etc. Et cette transition, elle doit aussi être écologique, c'est-à-dire qu'elle doit s'occuper, elle doit améliorer le monde dans lequel nous vivons. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous dressons tous un petit peu le constat que c'est un peu difficile en ce moment au point de vue environnemental. Donc, il nous faut une transition énergétique et écologique, mais le plus important, c'est de savoir comment nous allons arriver à le faire en Côte d'Ivoire. Alors, on taxe peut-être souvent d'indolence à les acteurs du développement durable en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des choses qui se font. Là, notre monsieur développement durable est au Cameroun. Dieu sait comment il agit dans l'ombre pour le développement durable. Alors, il y a des journées qui s'annoncent en Côte d'Ivoire pour travailler sur cette fameuse transition écologique en Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus en exclusivité à Matin Bonheur? Absolument. En plus, elles vont avoir lieu dans pas très très longtemps. Donc, c'est le premier élément que nous allons vous présenter ce matin. C'est un peu une présentation de cet événement qui va avoir lieu. Donc, on a le GIFAC 2019. Ce sont donc des journées sur les questions de la foresterie, de l'agriculture, du climat, etc. Et là, ça va avoir lieu donc le 19-22 mars au Palais de la Culture. Donc, les gens pourront vraiment aller rencontrer. Et puis, le plus intéressant, c'est qu'on aura vraiment des experts ivoiriens qui vont venir s'exprimer. Donc, la mission, en fait, c'est quoi pour ce GIFAC? C'est de vulgariser les bonnes pratiques écologiques, mais pour lutter spécialement contre le changement climatique. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? En termes de moyens, ils vont sensibiliser, ils vont faire des formations, ils vont expliquer comment est-ce qu'on fait des montages de projets, comment est-ce qu'on fait un diagnostic, comment est-ce qu'on fait un plan stratégique, etc. Et surtout, comment est-ce qu'on mobilise le financement, car sans argent, on n'arrivera jamais à lancer notre fameuse transition énergétique. Les cibles, ce sont les collectivités territoriales, les communautés rurales et bien entendu nos coopératives agricoles qui, elles, sont très exposées en milieu rural. Et plein de thématiques vont être abordées, comme la transition énergétique, le développement des villes durables, bonnes pratiques en agroécologie, cacao, environnement, santé, etc. Intéressant. Donc, un programme très vaste et surtout, ce qui est très intéressant, c'est un programme avec que des experts ivoiriens. Voilà, donc nous avons les savoirs, nous avons les solutions. De grâce, laissez-nous agir. De grâce, engager la transition. Il faudrait que plus de personnes aussi s'y intéressent. C'est d'où la grande mission que fait Matin Bonheur chaque jeudi matin, de faire la sensibilisation. On espère que Matin Bonheur aura un prix là-bas, parce que Matin Bonheur fait beaucoup pour le développement durable, comme la RTI d'ailleurs. Absolument. Un tour dans la tour de la RTI, vous verrez qu'on respecte vraiment le développement durable. C'est propre. La RTI, il fait bon vivre, c'est bien. Il y a de la verdure, tout ça. Il faut donner un prix à ce jour-là à la RTI. On viendra donner ça on vous invite à la Maison Bleue. Bon commentaire. Alors, pour cette journée-là, les thèmes de la journée, c'est la transition énergétique et écologique. Il se focalisera sur le changement climatique. Oui, c'est ça? Oui, absolument. Et pourquoi? Parce que le changement climatique, si vous voulez, en fait, c'est le plus gros problème que nous ayons, dans la mesure où, si vous vous rendez bien compte, le changement climatique, on a des causes qui sont des causes de caractère énergétique, mais comme la déforestation va participer au changement climatique. Mais le plus important, c'est que si vous parlez avec nos parents planteurs, vous allez vous rendre compte que c'est eux sur le terrain qui vont en souffrir. Ils ne savent pas quand est-ce que les pluies vont arriver. Quand la pluie va arriver, est-ce qu'on va gagner une inondation ou bien est-ce qu'on aura vraiment la quantité d'eau nécessaire pour nos plantes? Est-ce que la récolte sera bonne? Est-ce qu'on va avoir des problèmes de sécheresse, etc., etc. Et donc, c'est le changement climatique vraiment qui impacte le plus les populations en milieu rural et c'est ce sur quoi nous devons le plus lutter. Et tenez-vous bien, le meilleur défenseur de l'environnement se trouve en milieu rural.
le planteur, toutes les personnes qui vivent en milieu rural ont cette capacité justement à pouvoir lutter contre le changement climatique. Donc il faut qu'on leur explique comment faire. Alors, vous connaissez le pragmatisme de notre émission, alors en Côte d'Ivoire, chez nous, quelles sont les actions et les acquis de notre pays en faveur de cette transition écologique? Parce qu'il y a beaucoup de mystification aussi. Si, alors, ils sont de bonne qualité, j'ai envie de dire, parce que si on fait si on regarde un petit peu nos pays voisins, parfois on se dit que la situation est un petit peu plus difficile chez eux, donc on a de bons acquis. Et ce qui est intéressant dans ces fameuses journées de l'environnement, c'est qu'elles sont soutenues par le gouvernement. Et lorsqu'on a fait le lancement pour annoncer les journées, les GIFAC, pardon, excusez-moi, eh bien, il y avait 2 ministres qui étaient présents, et le Premier ministre, c'était la premier ministre à être présent, que je ne dise pas de bêtises, c'était Madame le ministre du Plan et du Développement. Et donc nous allons pouvoir l'écouter, c'est elle qui va nous présenter les acquis ivoiriens. Merci la ministre. A décidé d'intégrer fortement l'ensemble des exigences environnementales, énergétiques, écologiques, forestières dans ses plans nationaux de développement. De plus, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris un ensemble d'actions visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. On me dit sur la destruction de l'environnement, donc nous allons dire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement. C'est des activités, bien entendu, à caractère économique, à caractère social. On nous a montré tout à l'heure les dames faisant de la cuisine pour nous nourrir et qui malheureusement a pour impact de détruire donc l'environnement. Au titre des actions que le gouvernement a fait, et des outils que le gouvernement a développés, cet outil de surveillance satellitaire de l'utilisation des sols, c'est un instrument d'alerte qui a été développé pour le Sud-Ouest et qui devrait en principe être étendu à l'ensemble du pays et qui devrait en fait à la fois rendre efficace et réduire les coûts de surveillance donc des agressions du sol. Alors, Cédric, comment les plans nationaux du développement intègrent-ils la transition écologique? Est-ce que c'est suffisant? Déjà, c'est un bon point de départ. Si on regarde le travail que fait le ministère du Plan, c'est vrai qu'on a besoin de ce plan national et c'est ce plan national du développement qui nous donne un petit peu une boussole pour être capable d'avancer. Et il est vrai que les documents intègrent bien la question du changement climatique. Mais par contre, il nous manque toujours un instrument très important venant de la part de ce ministère, c'est tout simplement la politique d'aménagement du territoire. Donc ça fait des années qu'on l'attend. Je sais qu'ils ont fait encore une revue en 2018. Et si on n'a pas cette politique d'aménagement du territoire, ça veut dire que nos collectivités territoriales n'ont pas de véritable boussole pour aménager leur territoire. Et si on ne sait pas l'aménager, on ne saura pas le défendre contre les agressions du changement climatique et encourager les acteurs locaux à agir pour un développement durable. Donc on a encore besoin de cet outil. Le plan national pour le développement, c'est bien, mais de grâce, donnez-nous une politique d'aménagement du territoire. Elle est quasiment prête, vous pouvez la sortir. Et justement, dans l'intervention de Madame la ministre à l'instant, elle a fait mention d'un système satellitaire. De quoi s'agit-il exactement? Alors, oui, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans un projet qui s'appelle le SST, Système de surveillance spatiale du territoire. Et donc, c'est un satellite, en fait, il y en a pour la télévision, etc. Mais le plus important, ce sont les satellites d'observation de la Terre. Et vous devez imaginer qu'il y a de gigantesques appareils photo qui flottent dans l'espace et qui prennent régulièrement des photos de ce qui se passe sur le territoire. Donc, ils sont indispensables pour comprendre l'évolution de la déforestation, de l'usage des sols, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez des satellites qui, eux, vont mesurer la température de l'océan, la salinité, le déplacement du plancton. Et en fait, ce sont tout un ensemble de choses qui sont des outils d'aide à la décision. Et il y a des actions qui sont faites par la Côte d'Ivoire en ce moment, et il faut qu'on aille encore plus loin pour qu'on puisse récupérer toutes ces informations. Et avec l'information, on est capable d'agir sur le territoire. Efficace. Alors, vivement un satellite de l'Union africaine qui pourra aider par exemple tous les pays africains. Action commune. Absolument. Il y a Rascom. Donc ça, Rascom, c'est un satellite de télécommunication qui est déjà en orbite à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il nous faut quelque chose aussi qui soit dédié à l'observation de la Terre. D'accord. Alors, il y a des axes stratégiques pour réussir la transition écologique. Absolument, c'est nécessaire. Et donc, ce qui est très intéressant ici, c'est d'écouter l'intervention de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, deuxième participant que nous allons écouter aujourd'hui, qui va vous expliquer justement les axes d'intervention pour réussir la transition écologique. Nos attentes sont nombreuses et se focalisent sur 5 axes. D'abord, vulgariser les recommandations et contenus de nos contributions déterminées au niveau national. Vulgariser les bonnes pratiques
et technologiques écologiques et les acquis environnementaux. Encourager les décideurs politiques à promouvoir l'investissement dans le secteur de l'écologie, de l'environnement et des opportunités de l'économie verte. Appuyer l'action des collectivités territoriales et contribuer à la résilience des femmes du monde rural au changement climatique. Oui, mesdames, nos sœurs, nos épouses, il faut que nous contribuions à votre résilience dans le sein du monde rural. Offrir enfin un espace privilégié et un cadre de rencontre et de partage d'expériences en matière de transition écologique. Monsieur le ministre a parlé à l'instant de contributions déterminées au niveau national. Et puis, est-ce que, une question aussi, est-ce que nous disposons de tout l'arsenal juridique pour accélérer le processus de transition? Ce sera pour terminer. Oui, absolument. Donc la contribution nationale déterminée de la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu le plan d'action que la Côte d'Ivoire a présenté lors de la COP21 à Paris. On était en 2015. Donc c'est un petit peu la vision qui se met en place pour lutter contre le changement climatique. C'est très important. Mais comme toujours, vous avez marqué droit au but, c'est que si on exprime cette vision, mais que nous n'avons pas les outils pour être capables d'agir, rien ne va se passer. On a une loi de 2014 sur l'énergie qui est un magnifique document, mais malheureusement, certains décrets d'application sont nécessaires pour engager les acteurs dans la transition énergétique. Et on pourrait dire la même chose sur d'autres lois, en matière d'agriculture, en matière de secteur minier, etc. Nous avons des lois magnifiques, nous avons un très beau code en Côte d'Ivoire, mais nous avons besoin des textes applicatifs, car c'est eux qui vont engager les acteurs dans la transition, une bonne fois pour toutes, car ils n'auront plus le choix. Et c'est maintenant qu'il faut faire. Le changement, c'est maintenant. Merci beaucoup, Cédric. À très bientôt, merci. Allez, Alix, on y va? Oui, on y va pour la pub. Et puis, Régis revient. Kofi, qui sera donc dans quelques secondes seulement avec vous. Je rappelle que notre invité est déjà là pour la thématique. Avec lui, nous allons parler bien sûr d'autonomisation de la femme et contraception avec le docteur Abbé Hugues qui est gynécologue. On va évoquer des informations et des sujets très très importants. Mais avant, Cédric pour des infos très importantes également. Régis. L'actualité internationale, bienvenue dans cette édition. En France, la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla a pointé hier dans son rapport une série de dysfonctionnements majeurs au sein des services de l'État qui ont pu affecter la sécurité du président et les intérêts du pays. Je vous invite à suivre quelques réactions. Nous n'avons tout simplement, moralement, pas le droit de laisser passer des mensonges. Il faut qu'il soit dit clairement dans ce pays qu'on doit la vérité sous serment à une commission d'enquête parlementaire. C'est aussi simple que ça. Bon fonctionnement des services de l'Élysée et des services qui sont... C'est ce dysfonctionnement-là général, c'est-à-dire un manque de suivi, semble-t-il, du collaborateur, du recrutement, puisque le recrutement n'a pas été fait avec un contrôle quelconque de ses antécédents, qui aurait peut-être permis de ne pas le recruter, jusqu'à son départ de l'Élysée, où on voit qu'il n'y a aucune suite à son départ pour récupérer les instruments de son travail, ce qui se fait pour n'importe quel salarié. Du président de la République, non-respect des règles... Le rapport date d'il y a moins de 2 heures, nous étions au Conseil des ministres, donc souffrez que nous ne cédions pas à l'urgence du moment et que le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités, je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas nous le ferons rapidement parce qu'il y a des éléments sur lesquels manifestement des contre-vérités ont été dites et qui peuvent être levés très rapidement. Au Venezuela, les militaires fidèles au président Nicolás Maduro se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale du pays face aux milliers d'opposants qui se préparent à converger vers la frontière, ou alors les frontières, dans le but de faire entrer l'aide humanitaire stockée aux portes du pays. À l'appel de Juan Guaidó, le président autoproclamé, 700 000 volontaires selon l'opposition ont l'intention de se rendre à bord d'autocars le 23 février prochain au poste frontière pour acheminer l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis et le Brésil.
Venus des 5 continents à la demande du pape, les dirigeants de l'Église catholique vont s'immerger pendant 4 jours du 21 au 24 février à Rome dans une séance sans précédent d'introspection sur la dissimulation par la hiérarchie qu'ils représentent de la pédocriminalité dans les rangs du clergé et bien sûr sur les moyens de l'éradiquer. On termine en France, des chiens en prison aux côtés des détenus pour lutter contre le suicide. La maison d'arrêt de Nantes accueille une fois par semaine des chiens derrière les barreaux afin de prévenir les tentatives de suicide des prisonniers grâce au contact avec les chiens, bien sûr. Et ça fait du bien. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Je vous laisse avec Alix et Marco pour la suite avec le sourire. Merci, toujours le sourire, je ne vous dis pas, on est très heureux en tout cas de reprendre la main, Régis. Bon week-end à vous, on se revoit lundi, Dieu voulant. Si les téléspectateurs savaient tout ce qui se passait sur ce plateau. Je dis hier qu'il y a de l'exotérisme ici, laissez tomber. À la fin, on vous dira tout. Mais pour l'heure, on a encore 5 mois ou 4 mois et demi à passer ensemble, ne vous inquiétez pas. On va faire les à côté bientôt. Les making-of. Alors, un peu plus sérieusement, on parle de santé aujourd'hui et santé de la femme. La contraception, cette en tout cas méthode qui permet aux femmes d'espacer leur grossesse et de rester toujours en bonne santé déjà, et puis permettre de s'occuper aisément de la famille, dont l'autonomisation de ces femmes-là. C'est le thème que nous avons en tout cas combiné pour cette thématique santé aujourd'hui. Mais vous connaissez le préalable, c'est l'élément explicatif. À tout de suite. Stérilet, implants, préservatifs. Si les moyens de contraception sont aujourd'hui développés, la contraception souffre toujours en Afrique de stigmatisation. Nous allons les nommer Nadège et Fanti, 2 amis d'enfance, qui se sont rendus dans un centre de santé pour bénéficier de conseils. On m'a bien expliqué. Voici ça aussi le stérilet. Là, on met ça dans le corps de l'utérus. Lui, ça dirait c'est 10 ans. Voilà, c'est 10 ans. Il y a des contre-indications dans certains cas. Voilà, une femme hypertendue ou diabétique, par exemple, ne peut prendre que le dispositif intra-utérin. Il y a des femmes qui viennent de subir, par exemple, une césarienne. Par rapport au dispositif intra-utérin, il faut attendre minimum 6 mois avant de placer le DIU. Mais comme Nadège et Fanti, toutes les femmes n'ont pas la chance d'avoir l'accord de leur conjoint afin de retarder le moment d'avoir un enfant ou ne plus avoir d'enfant. Elles se cachent, disent-elles, de leur mari, d'autres de leur belle famille. Ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire autant d'enfants, c'est Dieu qui donne, et pour son éducation, Dieu s'en occupera. On a un peu, au moins 4 enfants. Dans la situation aussi qui est là, le problème que les hommes aussi, il n'y a pas assez de moyens. Mais eux aussi, ils ont besoin d'enfants. Alors que femmes, grossesse, tout ça là, ces femmes, ça fatigue. Le monsieur ne sait pas que je viens faire PQ. Franchement, je ne lui ai pas dit et il ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Si je lui montre que j'ai fait ça, ce n'est pas bon pour moi. Voilà pourquoi il me cache. Mon mari, là, il est seul enfant de sa maman. Comme il voit que sa maman n'est qu'à savoir faire ça, là, on se cache pour venir prendre nos médicaments. Les maris ne sont pas pour. Les maris ne veulent pas parce qu'un mari se sent encore plus fort quand il voit sa femme enceinte de manière régulière. Chaque 2 ans, il se sent plus homme. Donc, les maris ne veulent pas, mais en général, ce sont des femmes qui font le commerce et les grossesses rapprochées les dérangent beaucoup. Ça constitue un obstacle à l'évolution de leurs activités. Donc, elles aussi, elles se cachent. L'utérus doit avoir un temps de repos avant de reprendre encore son activité de distension. Voilà, ça se distend et ça se rétracte. Ça se distend, ça se rétracte. Trop de distension, ça peut créer des ruptures utérines, ça peut créer des hémorragies, de la délivrance et beaucoup d'autres choses. La planification familiale, vraiment, parce que ça réduit considérablement le taux de mortalité maternelle.
Le taux de mortalité maternelle et infantile reste encore préoccupant en Afrique. Au moins 23 femmes sur 1000 meurent au moment de l'accouchement. Le planning familial reste alors un des moyens les plus efficaces pour réduire ce taux. Beaucoup de choses à dire, mesdames et messieurs, sur ce sujet-là, concernant la contraception. J'ai été choqué par la dame qui parlait des hommes qui ne veulent même pas que leurs femmes parlent de contraception. C'est une réalité. Il y a des femmes même qui se cachent pour aller voir les médecins pour la contraception. C'est tout un programme. Moi, la première question que j'aimerais poser au docteur Abbé Hugues, quelle est l'appréhension des femmes ivoiriennes en particulier et africaines en général par rapport à la contraception? Est-ce que c'est resté statique ou bien ça a évolué depuis les indépendances, avant les indépendances, jusqu'à nos jours? Je pense que quand même, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, le profil de la mentalité des femmes ivoiriennes a beaucoup évolué. D'abord, une grande partie d'entre elles sont devenues plus éduquées, plus instruites, disons, et ont entendu parler beaucoup plus souvent de moyens de contraception et de planification familiale. Donc on a forcément, dans la population générale, une certaine évolution vers le progrès en termes d'information et de mise à disposition des moyens de contraception. Et partant de là, on a plusieurs variantes de contraception. Lesquelles qui sont utilisées ici sur notre territoire? Mais toutes les méthodes sont disponibles sur le territoire ivoirien. Aussi bien les méthodes hormonales que les méthodes non hormonales. Et dans les méthodes hormonales, il y a les méthodes hormonales orales, ce sont les comprimés, la pilule que tout le monde connaît. Il y a les contraceptifs dits injectables, qui consistent à faire des injections périodiques tous les 2 ou 3 mois selon le produit. Et il y a les contraceptifs à type d'implant, ce sont des bâtonnets qu'on introduit. Les patchs sont différents de l'implant contraceptif. Ce sont des petits bâtonnets qu'on met sous la peau, dans certains endroits du corps, et qui diffusent le produit contraceptif selon une durée qui varie entre 3 et 5 ans selon le produit. Et le patch, c'est un dispositif qui est appliqué directement sur la peau et qui est amovible, comme comme une espèce d'étiquette qu'on applique sur la peau et qui diffuse également à travers la peau le produit contraceptif. Voilà, ça, ce sont les méthodes hormonales. Et puis maintenant, on a des méthodes non hormonales, au premier rang desquelles ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin, communément appelé stérilet. Et en dehors des méthodes non hormonales, il y a aussi ce qu'on appelle aussi les méthodes de barrière. Toute une panoplie, docteur. Préservatifs, etc. Et quelle est l'approche des dames vis-à-vis de ces contraceptions-là? Parce qu'on entend dire plein de choses, ça fait grossir, ça rend stérile carrément. Il y a beaucoup de spéculations autour. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être erronées. Et le professionnel de santé qui est chargé de conseiller les femmes, les couples ou les familles en termes de contraception, doit les informer de la réalité des choses. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Il convient, quand on donne le conseil de contraception, de présenter ses avantages, de présenter les inconvénients, de les expliquer pour que si jamais il y a des effets qui sont attendus, ils soient mieux acceptés par la personne, par le couple qui utilise la méthode. C'est toute une série d'activités et dans le reportage, on a bien vu que vraiment ces sages-femmes et ces professionnels formés au conseil en contraception ont les outils pour informer. L'approche relationnelle a changé aussi. La manière d'aborder, vous avez parlé tout à l'heure de couple. Maintenant, on ne s'adresse plus seulement à la femme, on intègre de plus en plus le conjoint parce que le conjoint est une source très fiable de soutien. Non, de soutien. Mais de soutien. Et aussi de résolution de cette fameuse... Il y a une légende, il y a des mythes autour de la contraception. C'est pas bon, ça porte pas chance au couple. Ça fait que la femme devient ceci, cela. Tout ça, il faut parler à l'homme aussi. Il faut parler à l'homme parce que c'est lui le décideur. C'est lui qui décide de tout ce qui conduit au destiné de la famille. Et donc, si vous n'adressez pas à la personne ressource de la famille, vous ne pourrez pas obtenir le résultat que vous escomptez. Donc l'approche relationnelle, comme vous dites, fait appel maintenant à intégrer le couple dans le conseil en matière de choix de moyens de contraception. Sensibiliser l'homme, qui est le chef de famille et qui prend la décision de contraception ou de planification familiale, est très important. Et c'est par ce biais qu'on peut avoir une progression de l'utilisation par les couples des moyens de contraception.
On a entendu aussi dans le reportage des dames qui avaient peur de prendre les contraceptifs à cause du regard de ces maris-là. C'est vrai qu'ils sont intégrés, mais est-ce qu'il n'y a pas un palliatif pour des personnes qui resteraient vraiment butées, qui ne veulent pas... Comment aider ces femmes-là? Parce qu'il y va de leur vie aussi. Hein. Bien sûr, il y va de leur vie. C'est la sensibilisation à travers ce type d'émission, à travers les messages destinés au grand public, qui permettent d'apporter l'information aux maris hein, et leur permettre d'approcher aussi les centres de santé et d'avoir le conseil et l'information juste en matière de contraception. Ça fait peur hein, de voir que des femmes se cachent pour aller voir leur sage-femme ou leur médecin pour mettre des patchs ou bien pour des injections. Voilà. Et puis, il y a une décision du gouvernement qui nous a plu, à Matin Bonheur on l'a relevé, c'est de faire venir les anciennes sages-femmes pour parrainer les sages-femmes actuelles. Ça veut dire que dans la démarche, c'est bien parce que ça donne encore plus de l'expérience, donc plus de communication, une autre approche de sages-femmes à la retraite qui viennent coacher celles qui sont là. C'est une bonne action aussi, ça peut aider. Ça peut aider, toutes les ressources disponibles peuvent être utilisées pour porter le message de la contraception, de la planification familiale. Parce que l'impact le plus important qu'on a en termes de population, c'est la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Quels sont les chiffres justement de cette situation-là? La mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, on estime qu'il y a à peu près 614 décès pour 100 000 naissances en Côte d'Ivoire selon une étude de 2018 réalisée par une ONG américaine, ce qui représente autour de 20 décès maternels chaque jour sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez que la perte d'une maman, le drame que ça constitue pour la famille, c'est incommensurable. 60 décès par mois, c'est énorme. C'est énorme. Et même s'il n'y en avait qu'un, ça serait un décès de trop. Parce que les études montrent que dans la plupart des cas, dans 80% des cas, ces décès maternels peuvent être évitables. Et c'est le lieu ici, hein, qu'on parle de sensibilisation, mettre en avant les avantages pourrait d'autant plus changer rapidement les mentalités. Quels sont les avantages de la contraception? Les avantages de la contraception, c'est, comme on vient de le souligner, éviter le décès maternel par des grossesses trop rapprochées, des grossesses à risque. C'est aussi, au plan économique, on l'a souligné dans l'élément introductif, permettre à ces femmes d'avoir une activité rémunératrice pour soutenir les familles au plan des revenus. Autonomisation. Nous savons bien dans notre pays que les femmes sont très actives et surtout dans une certaine catégorie de population, on a souvent des maris qui ont perdu leur emploi, des maris qui ont une activité saisonnière, mais ces femmes, elles soutiennent les familles. Ce sont elles qui pourvoient au quotidien aux besoins de la famille en termes de nourrir les enfants, de nourrir la famille. Donc il est très important que ces femmes-là puissent mener ces activités qui ont un impact social important. Quels sont les problèmes du gynécologue de l'intérieur du pays qui sont loin des problèmes du gynécologue de la rue des Jardins? Il y a une autre approche, il y a un autre feeling à avoir. Quels sont les moyens dont ils bénéficient pour... parce que là-bas, c'est une autre manière de voir les choses. Peut-être il y a des difficultés supplémentaires par rapport au gynécologue qui est à la rue des Jardins, qui reçoit des personnes plus ou moins, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, cartésiennes. Comment on fait, docteur? Oui, il est clair qu'il est beaucoup plus aisé de porter un message à la rue des Jardins, à une population qui est déjà sensibilisée au fait de la contraception, de la planification familiale, que dans une zone de population où le message a du mal à passer. Mais il faut savoir que quand même, sur l'étendue de notre pays, les centres de prise en charge des mères, les PMI, ont en leur sein des unités de planification familiale qui sont destinées à porter le conseil aux femmes et à vraiment mettre à leur disposition autant que possible les moyens de contraception. Voilà. On sait malheureusement que notre pays n'a pas une couverture d'alphabétisation totale. Oui. Dans ces zones reculées-là, quelle est l'approche, comme Marco le disait, par rapport à la barrière de la langue? Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir vraiment donner l'information à toutes ces dames? Non, l'information, elle est véhiculée à travers la langue de ces personnes. Si vous êtes dans un petit village ou dans une petite localité, vous allez vous exprimer, vous allez porter le message
avec les mots et la langue qui convient pour que le maximum de population cible, ces femmes, puissent être touchées. Je ne vais pas m'exprimer en français châtié si la majorité du public auquel je m'adresse ne va pas comprendre le message. Et dans le volet de l'activité des sages-femmes et des professionnels de santé en matière de prise en charge de la femme et de ses problèmes, il y a une activité qu'on appelle d'information, de sensibilisation et de communication. Et vous verrez par exemple, quand vous allez dans une PMI, que la matinée de consultation débute par ce qu'on appelle une séance d'information, éducation, communication, où tous les messages sanitaires liés à la grossesse, à l'accouchement et aux complications de cette dite grossesse sont véhiculés au cours d'une séance en assemblée de toutes les femmes venues en consultation ce jour-là, où la sage-femme diffuse les messages, écoute, reçoit les questions et tente d'y répondre au mieux pour faire passer le message. On intègre des traducteurs en fonction des patois de chacun? Oui, bien sûr. Si je suis à la maternité d'Anyama et que la majorité des personnes qui est dans la salle ce jour-là ne comprend pas français, je vais m'efforcer de trouver, si je ne parle pas la langue dominante de cette population, de trouver quelqu'un qui va être mon relais, ne serait-ce que même dans l'assemblée, parmi les femmes qui sont venues, cela va encore plus impacter sur la portée du message. Est-ce que cette dureté des hommes, cette dureté de personnes qui ne sont pas inclines à soutenir leurs femmes dans la contraception ne fait pas le lit de l'avortement? On peut le voir ainsi, mais je pense que c'est une question de mentalité et puis vraiment de sensibilisation. L'avortement, c'est interdit en Côte d'Ivoire? L'avortement, jusqu'à présent, est interdit en Côte d'Ivoire. Ça pratique autant que le prestataire que le requérant sont passibles des sanctions prévues par la loi. C'est respecté? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? En tant que docteur? Sur le terrain, en tant que docteur, bon, moi je dirais que... Votre bon nous inquiète? Bon. Pour avoir suffisamment interviewé des gens, quand ils commencent par bon, ça veut dire que... Eu égard aux complications, ou eu égard au drame auquel nous avons assisté en tant que praticiens, il est malheureusement... On constate malheureusement que ce n'est pas le cas. On a compris. On a encore beaucoup de progrès à faire sur ce plan. Dans des situations, là, c'est autorisé par le médecin pour sauver, par exemple, la vie de la dame. On a des cas où on a des grossesses extra-utérines, des GEI, par exemple. Là, il faut extraire. Non, une grossesse extra-utérine, ça n'entre pas dans le cadre de ce qu'on appelle une interruption volontaire de grossesse. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui, au lieu de se localiser à l'intérieur de l'utérus, se localise en dehors de l'utérus, la plupart du temps dans la trompe, qui n'est pas prévue pour recevoir et porter une grossesse. C'est une urgence gynécologique majeure et pour prévenir ce type d'urgence ou de complications de la grossesse, la sensibilisation, l'information est importante aussi. Mais c'est quelque chose qui est absolument différent de l'interruption volontaire de grossesse. Ce dont vous parlez, c'est l'interruption thérapeutique de grossesse, c'est-à-dire il existe des circonstances où la grossesse présente un danger de mort pour la maman, et à ce moment-là, on décide, l'équipe médicale décide de l'interruption de cette grossesse si jamais elle avait déjà démarré et qu'elle présentait vraiment de graves dangers de mort pour la mère. Voilà, mais ce sont des circonstances qui demeurent quand même exceptionnelles. Docteur Abbé, vous avez besoin de quoi, vous, gynécologue ivoirien, aujourd'hui pour vous épanouir dans votre métier, afin que la contraception se traduise avec C majuscules dans notre pays? Vous avez besoin de quoi concrètement? Un plateau technique plus étoffé? Vous avez besoin de plus de communication? Ou bien c'est la conjugaison de tout dont vous avez besoin? Je retiendrai la troisième proposition, la conjugaison de tous les moyens, à savoir la communication, l'information et la sensibilisation des populations en général au fait de la planification familiale. La planification familiale, c'est l'effort conscient que fait le couple pour décider du nombre d'enfants et de l'espacement qu'on doit avoir entre deux naissances. Le minimum qui est recommandé, c'est de 2 ans entre 2 naissances. Non, ça, dites ça bien devant le minimum, la caméra 1. Parce que franchement... L'intervalle minimum qui est recommandé
pour le bien-être. Minimum, mais on peut aller au-delà, mais le minimum Le au moins. minimum qui est recommandé pour que la mère soit en bonne santé, ait eu le temps de récupérer de sa grossesse précédente, c'est 2 ans avant de démarrer une nouvelle grossesse. Franchement. Ça permet à la femme d'avoir récupéré de la grossesse précédente et surtout d'aborder la nouvelle grossesse en ayant tous ses moyens. On ne veut plus d'enfants qu'on appelle enfants escaliers, c'est-à-dire... Et on évite Quand l'un est né, d'avoir l'autre en 2 route. enfants, 2 bébés à la maison. Quand on met 2 ans avant de planifier la naissance suivante, le premier est suffisamment autonome pour permettre à la mère de porter sereinement la deuxième grossesse. La plupart du temps, à l'arrivée du second bébé, le premier a la chance déjà d'être en maternelle et on n'a qu'un bébé à la maison dont il faut s'occuper. Ce qui permet à la femme de reprendre une activité professionnelle et puis éventuellement ses activités commerciales ou autres qui permettent à la famille rester toujours vivre. belle. De rester toujours belle, radieuse. avenante pour son époux. Voilà. Et ses enfants. Le couple a la latitude de décider du nombre de ses enfants. On recommande simplement que ces intervalles minimums soient respectés 2 ans. pour le bien-être. Et ce qu'il ne faut pas dépasser, maximum 2 ans jusqu'à... C'est à l'appréciation de chaque couple. Appréciation du couple de déterminer le nombre des enfants, la taille de sa famille et l'intervalle. Mais les recommandations médicales, on donne des intervalles minimums à respecter. Docteur, expliquez que quand on dit 2 ans, c'est au minimum. Pas, ça peut être 3 ans ou 4 ans aussi. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas respecter juste 2 et puis bon, au suivant, 2, au suivant, ça fait 2, 4, 6, 8 et puis bon, ils sont à la maison. Le choix est laissé au couple. Le couple est libre de choisir la taille de sa famille. Nous n'avons que des recommandations à faire concernant la bonne santé de la mère. C'est vrai qu'il y a un impact économique. Plus vous avez d'enfants, il est clair que les charges qui vous incombent vont être plus élevées. Mais à vous, en tant que couple, parents, d'apprécier, en fonction de vos moyens et de vos possibilités, le nombre d'enfants que vous souhaitez avoir. Le professionnel de santé est là pour vous conseiller en termes de qualité de vie, en termes de bonne santé de la mère. Et parlons toujours du volet économique, l'accessibilité de ces contraceptions-là, ou contraceptifs. Est-ce que c'est facile pour toutes les femmes de pouvoir acquérir un compte? Ce n'est pas facile. Il faut qu'un moyen de contraception ou les moyens de contraception soient accessibles. Et l'accessibilité est un des deuxièmes freins à l'utilisation des méthodes de contraception. Et pourquoi sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, parce que ces méthodes doivent pouvoir être disponibles dans tous les centres de santé sur tout le territoire national. Et le programme national de santé de la reproduction, qui existe depuis une vingtaine d'années, est chargé justement de promouvoir et de mettre à disposition des populations à travers tous les centres de santé les moyens de contraception. Et en dehors du frein culturel ou du frein, j'allais dire, d'information de la population, l'accessibilité est un frein aussi à l'utilisation de ces méthodes. Il y a beaucoup de femmes qui désireraient utiliser une méthode de contraception, mais vous imaginez que s'il faut faire 100 km pour avoir la méthode, elle ne pourra pas être utilisée, elle ne pourra pas être bénéficiée au couple. Donc il faut agir sur les prix aussi. Oui. C'est en ce sens-là que les pouvoirs publics doivent vous aider. Les prix, l'action sur les prix est déjà faite parce que la plupart des moyens de contraception disponibles dans les centres de santé publics, dans les PMI et dans les centres de planification familiale sont largement subventionnés. De sorte que vous achetez votre plaquette de pilules par exemple à 100 francs, ce qui quand même est à la portée d'une grande partie de la population. L'action sur le prix est déjà faite parce que... Non mais docteur, on insiste là-dessus, Alix et moi, parce que des fois, ce n'est pas uniforme. L'action sur les prix à Krinjabo, c'est pas le même prix ailleurs, alors que dans les discours officiels, on nous dit que tel a diminué, c'est gratuit. Il y a beaucoup de dichotomies dans tout ça. Bon, sans avoir fait une enquête objective sur le sujet, les recommandations nationales en la matière sont que la plupart tous les moyens de contraception disponibles à travers les centres de santé publics de Côte d'Ivoire sont mis à disposition des populations, mais à des coûts symboliques, puisque subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire et par des bailleurs de fonds étrangers. Et là, c'est une information qui est très importante pour les populations. C'est à des coûts symboliques, normalement ça doit être gratuit même. C'est près de la gratuité en tout cas. C'est proche de la gratuité. Quand vous achetez votre plaquette de pilules à 100 francs, ça, on peut pas faire alors mieux. qu'en pharmacie, bon, voilà. Il faut que les populations aussi aient la bonne information pour pas après
se faire abuser. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, infiniment. docteur. C'est un plaisir de vous avoir, docteur, avec votre sérénité. Docteur Abbé, Hugues, je rappelle que vous êtes gynécologue. Ça fait mal, hein, mais c'est la réalité. 20 femmes meurent chaque jour en donnant la vie dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et il faut au moins 2 ans, au minimum 2 ans, avant d'entamer. Il faut une autre grossesse, messieurs. tout ça. Messieurs, vraiment, il faut faciliter. Il faut intégrer ça dans la vie de couple. C'est très important pour l'épanouissement des femmes, pour qu'elles soient toujours belles, étincelantes et surtout qu'elles prennent le pas actif dans le développement du pays. Bientôt, hein, le clin d'œil, hein, vous avez vu un subliminal à la Journée internationale des droits des femmes. C'est bientôt, c'est dans cette mouvance-là que nous avons commencé avec docteur.